semaine, Voyage Magazine vous propose un itinéraire thématique bien spécial sur les traces de l'une des personnalités les plus marquantes du 20e siècle, Elvis Presley. De Memphis à Nashville, au Tennessee, en passant par Toronto et les chutes du Niagara, c'est à une découverte à la fois musicale et culturelle que vous êtes conviés. Une expérience faite de guitare, de côtes levées et de bottes de cow-boy. Bonjour et bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, j'ai une question pour vous. Êtes-vous des fans d'Elvis? Si la réponse est oui, eh bien, je peux vous garantir que vous allez fortement aimer l'émission qu'on vous présente aujourd'hui parce qu'on vous parle d'un circuit de 9 jours jusqu'à Memphis, au Tennessee, sur les traces du King, en compagnie absolument. de François Renier. Un voyage que tu guettes depuis 20 ans maintenant. Ah oui, depuis presque l'ouverture de la maison d'Elvis. Ah oui. Et s'il y en a qui disent non, je ne suis pas vraiment un fan d'Elvis, venez pareil. Ben oui, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Ça va être extraordinaire. Quand on arrive à Nashville, par exemple, parce que c'est un voyage à Memphis, principalement, puisqu'on est 3 nuits là-bas. Mais on va également à Tupelo, la maison de naissance d'Elvis au Mississippi. Ah oui. En s'en allant là-bas, on arrête le premier soir à Toronto. Tour du CN, tour de ville de Toronto. Donc, OK, c'est diversifié, une autre là. ville. Ben oui. Puis, quand on revient chez nous, le dernier soir, on passe par Buffalo, Détroit Buffalo, et on s'arrête aux chutes Niagara, pour ceux qui ne sont pas allés récemment. Donc, en réalité, vous avez Memphis, vous avez Nashville, vous avez le Mississippi, plus les chutes Niagara et Toronto, 2 villes canadiennes. Donc, ça fait comme 5 événements pendant le circuit, avec en plus la vigile. Pourquoi qu'on y va à cette date-là? C'est parce que c'est la mort d'Elvis, le 16 août. Du 13 au 21 août? Oui. Alors, je suis toujours là pour le 16, qui est la maison, la visite de la maison. Moi, j'y vais vers 10h, 10h30 le matin, exactement à la même heure où Elvis est mort dans cette même maison, le 16 août, il y a 38 ans. Pour cette année. Alors ça, c'est la journée du 16. Wow. On se retrouve dans sa maison, dans ses affaires à lui, le 16. Comme tu disais tantôt, qu'on soit fan ou non d'Elvis, c'est une personnalité qui a marqué le siècle dernier. Donc, par la force des choses, c'est intéressant d'aller là sur place, de vivre ça, de voir ça. Parce que là, on peut voir et même toucher, je crois. Toutes ces choses. Un paquet, c'est ça, de ces guitares, de ces accessoires, ces les costumes. Motos, les autos, les avions, tous les costumes de scène et ses habillements de tous les jours. Quand il faisait, par exemple, du karaté... Tout a été préservé. Tout a été préservé. On a tout gardé. Ses habits de noces, son costume et la robe de Priscilla. Enfin, tout est là. Rien d'Elvis qui n'existe pas et plus encore. Par exemple, à l'époque, il y avait 3 réseaux de télévision. NBC, CBS, ABC. Alors, lui, il voulait avoir 3 postes de télévision. 3 téléviseurs à la maison, pour pouvoir regarder, si on parlait avec lui, chacun des postes en même temps. C'est vrai? Donc, il y aurait des problèmes aujourd'hui avec 150 postes qu'on peut avoir à la maison. Il y aurait un petit peu de difficulté. Mais à l'époque, il y en avait 3. On est dans les années 50. Et même au début 60. Et il y avait déjà un gars très populaire qu'on a connu par après, où même Céline est allée, ou André-Philippe Gagnon. Je parle de Johnny Carson, dans son Tonight Show. Et lui, il voulait avoir Elvis. Elvis n'a fait que 5 émissions de télévision dans sa vie. Ah oui? Oui, où il était invité. Le reste du temps, il a fait 2 ou 3 spéciaux. C'est tout terminé. Tout. Ah, oui. Alors, il fallait que tu ailles le voir en spectacle ou tu allais voir ses films. Sinon, tu ne voyais pas Elvis à la télévision. Eh bien. Et lui, il voulait l'avoir comme invité à Johnny Carson pour faire un talk show. Et comme Elvis refusait tout le temps, alors il se payait sa tête. C'est un humoriste, Johnny Carson. Puis il riait un peu d'Elvis, il le traitait de quétaine et tout ce que tu veux. Puis Elvis était plus fort que lui. Il écoutait, il regardait la télévision. Johnny Carson, voir s'il était pour parler de lui ce soir-là. Puis là, Carson, il a payé la traite un soir bien comme il faut. Alors Elvis a pris son gun parce que c'est vrai que partout dans la maison, entre les coussins, en dessous des tables, partout, il y avait des revolvers, des fusils, parce qu'il avait peur d'être attaqué. Que ses enfants, sa petite à l'époque, soient enlevés ou quoi que ce soit. Depuis l'âge de 19 ans, on sautait sur lui, désespérément, partout où il allait. Il n'a jamais eu de liberté, ce gars-là. Il s'entourait toujours de 10-12 gardes du corps. Et donc, fâché de Johnny Carson, il a pris le gun, il a tiré dans la télévision. Il a dit, tais-toi, c'est terminé. Il a tiré dans Johnny Carson. Bien, la télé, avec le trou de balle... Elle est là? Elle est toujours là encore. Ben voyons! Elle fait partie des souvenirs un peu bizarres
qu'on retrouve d'Elvis. Et quelle histoire! Ben là, c'est ça, le concept du voyage. C'est que toi, tu es là, François, pour nous raconter tout ça. Tu as tout un vécu, finalement, là, en lien avec cette histoire-là. Tous les gens que j'ai connus depuis toutes ces années-là. Ben oui. Même à l'époque, j'avais écrit le scénario d'une émission de télévision qui s'appelait Escale à Memphis avec René Simard à Radio-Canada. Hey. J'avais été engagé pour écrire le scénario, donc j'avais passé 2-3 semaines là-bas sur place pour choisir les locations de tournage, parler avec les gens de la maison d'Elvis à Graceland. Puis après ça, les 2 semaines de tournage, donc j'y suis allé beaucoup. Et avec le temps, je ramassais des anecdotes de toutes sortes. Comme par exemple, il adore le gars qui fait son coq en avant. Il va toujours là, puis il n'arrive pas à se trouver de coiffeur nulle part ailleurs, à Los Angeles ou ailleurs. Et un jour, il s'en va voir le coiffeur, et il dit, tu gagnes combien ici? Le gars, il dit, moi, je fais, je sais pas, à l'époque, 9 000 piastres. Ben, il dit, tu vas gagner 20 000, puis tu fermes la boutique, puis tu vas être juste mon coiffeur. Juste pour moi. Alors, il aimait un coiffeur. Il est là engagé, il l'a emmené avec lui. Le gars a passé 17 ans avec Elvis. 17 ans? Oui, il a toujours été là pendant tout ce pour temps-là. coiffer Elvis, puis faire ses favoris, puis toute l'affaire. Alors, il y a plein de choses. C'est incroyable. Ça peut durer des heures sur l'autocar où je raconte aux gens toutes sortes d'anecdotes comme ça. Alors, quand ils arrivent là-bas, ils sont chauffés. Ils sont réchauffés à bloc. C'est bien juste s'ils ne veulent pas le voir vivant, tu comprends? J'avoue. Alors là, ils veulent voir les pièces où ça s'est passé, la télévision, la collection d'armes. Maintenant, à cause du fait que les armes, évidemment, on veut en voir le moins possible. Il y avait une collection de milliers de revolvers de toutes sortes. Il y en a 4-5 aujourd'hui pour rappeler que c'était une autre de ses passions. Mais on ne met pas d'accent là-dessus. Je comprends. Il ramassait aussi un jour, vous savez, il y avait tellement d'action quand il arrivait dans une ville pour se rendre de son hôtel au Colisée. Alors, il y avait toujours la police qui se faisait, c'était tous des fans d'Elvis, des shérifs, des marchands. Il se faisait un honneur d'être son garde du corps puis de l'amener sur grande protection à l'aréna le soir, etc. Puis, Elvis, il disait, je veux souvenir de toi, donne-moi ta badge. Et ça s'est su. Ben, il en avait ramassé plus de 4000 à travers les États-Unis. Toutes les étoiles, les badges de shérif, là. Alors, lui, il a ça, une collection de ça. Puis on peut voir ça aussi encore? On peut voir ça, absolument. Mais c'est il y a génial. plein de choses. Alors, pourquoi qu'on y va le 16 août? Parce que c'est la journée de la mort d'Elvis, évidemment, malheureusement. En 77, il n'avait que 42 ans, t'imagines? C'est fou. Et il y en aurait plus de 80 aujourd'hui. Et puis, autre chose également, c'est que le 15, depuis les années 84, donc ça va faire 30 ans maintenant, on fait une vigile. Qu'est-ce que c'est? C'est une soirée, une nuit en fait, où on veille un corps, une vigile. Donc, à compter de la noirceur, au départ c'était à minuit. Il y a tellement de monde qu'on a commencé plus tôt dans la soirée. 8h30, 9h, quand il commence à faire noir l'été, les portes de Graceland rouvrent. C'est le seul temps de l'année, pardon, où tu peux te présenter à pied et rentrer sur la propriété d'Elvis. Tu suis un cortège avec la chandelle dans les mains et tu te rends jusqu'au tombeau d'Elvis. Avec toute sa musique, sa belle musique bien choisie, les gospels, les chansons d'amour, il n'y a pas de rock and roll, là. Toutes des belles chansons tendres qu'il interprète lui-même. Ça doit être super émotif comme moment, ça. C'est extraordinaire. Et il y a des années, il y a 300 000 personnes. 250 000, 150 000. Là, le 40e, cette année, ça va être très fort. Le 39e, le 40e, moi, je m'attends 40e à 400-500 000 personnes. 40e, est-ce que c'est cette année en 2015? Non, 46, ça va être en 2017. Ah, mais oui, c'est... Mais j'y vais chaque année. Mais il faut y aller quand on peut, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la maison va fermer. Elle appartient à Lisa Marie, sa fille. Et ça fait longtemps. Elle avait dit que jusqu'à ses 25 ans, elle était d'accord pour garder la maison. Après ça, on a dit jusqu'en l'an 2000, pour encore 2005. Là, on est monté à 2010. Mais là, on est en 2015 cette année. Donc, un jour, on va apprendre, il n'y a plus de Graceland, il n'y a plus d'Elvis, et on ne pourra pas y aller. Alors, c'est pour ça que je dis chaque année, n'attendez pas, c'est toujours le temps. Et puis, on a des documents visuels extraordinaires, en plus que moi, je raconte. J'ai gardé, et en français, des extraits de ses funérailles, des extraits de conférences de presse, les grands amours de sa vie. Alors, tout ça, j'ai ça sur des documents. Donc, dans l'autocar, c'est comme un studio de son et d'image. C'est comme une salle de cinéma où Elvis est à l'honneur pendant
tout le voyage pour se rendre là-bas. C'est extrêmement intéressant, François. On doit s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause. On poursuit ça, vraiment des belles anecdotes. C'est très juteux. Juteux, oui, hein? Le mot est bien choisi. Donc, restez des nôtres, ça va être sur la même lignée au retour de la pause. D'accord. Quelle ville considère-t-on comme le berceau de la musique country? La ville de Nashville est considérée comme le berceau de la musique country. On y retrouve plusieurs studios d'enregistrement célèbres, de même que le musée de la musique country. Là, on a de la misère à s'arrêter là, parce qu'il y a tellement de choses à raconter autour de la vie d'Elvis. Et donc, dans le circuit que tu nous proposes aujourd'hui, évidemment, on fait un passage obligé à Graceland. Toute la journée. Toute la journée, la vigile, la nuit, tout ça. C'est fascinant, tout ce qu'on peut découvrir là. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'on va jusqu'à Memphis. Oui. Et il y a plein de choses à Memphis. Il y a plein d'autres choses à voir là aussi. D'abord, ça s'appelle, comme tu disais tantôt, sur les traces d'Elvis. Oui. Alors oui, à sa maison, ses objets, ses autos, etc. Puis je les emmène aussi à son école, son école secondaire où il a commencé à chanter, qui existe encore. La première maison où il était très pauvre dans un HLM, quand lui, il arrive du Mississippi, il a 13 ans seulement. C'est en 47. Son père est très pauvre. Sa mère, donc, vit une vie, je pourrais dire, de bien-être social. Si je vais donner un exemple par ici. Le minimum pour vivre, payé par l'État. Et lui, donc, va lui dire... Je vais faire de l'argent à chanter, puis un jour, je vais te payer une maison. Et la première maison qu'il va payer à sa mère, je vais leur montrer également, avant qu'il achète Graceland, tu vois? Alors, il y a la maison, il y a l'église où il chantait, il y a son endroit où il allait manger ses hamburgers le soir, il y a son cinéma. Chez lui, il allait au cinéma, évidemment, en dehors des heures, il allait là vers 11h, 11h30 le soir. Il appelait, il disait « Tel film, je vais aller voir le film. » Et on disait « C'est parfait. » Les gens le voyaient descendre en moto avec 10-12 gars, puis il était toujours protégé. Alors, il disait « Tiens, il doit aller au film ce soir. » Alors, il allait chercher ses hamburgers, il allait manger un petit peu. Puis tout de suite après, il se rendait au cinéma. Alors, les jeunes l'attendaient là, puis ils disaient « OK, embarquez avec moi. » Il payait, lui, pour avoir la salle. Fait qu'il pouvait faire entrer 35, 40, 50 jeunes avec lui. Et il allait voir le film. Et on dit que jamais il s'assoyait au centre, un endroit précis, au milieu de la salle pour voir son film, qu'il se payait à lui-même seul. Carrément. Et tous les gens, comme si c'était le roi, de King au rock'n'roll, sont jamais dépassé son siège. Ils s'assoyaient tous en arrière. Ben voyons. Et il était tout seul en avant avec le monde derrière. Et puis il regardait son film. Il adorait Jerry Lewis et Dean Martin à l'époque. Et quand il aimait la joke, il trouvait ça bien bon. Les mauvaises langues disent quand il n'avait pas compris une première fois, mais c'est pas ça. Alors, il disait au gars, « Ah, repasse-moi ça. » À l'époque, c'était les rubans, c'est large, c'était pas comme aujourd'hui. On reculait le film et on y remettait la partie qu'il avait trouvée drôle, c'est-à-dire la joke de Jerry Lewis. Il pouvait l'avoir 2-3 fois en se claquant la main sur la cuisse. Alors ça, c'est des choses qu'il faisait. C'était le roi. C'était le roi. Tout lui était permis. C'était ça, sa vie. Alors, je vais montrer tout ça. Sun Studio également, où il a fait That's All Right Mama, son premier disque qu'il a enregistré pour 4 $ pour la fête de sa mère. Alors ça, on va là aussi, où a commencé Johnny Cash, où a commencé B.B. King, tous ces grands de ce métier, de Memphis, parce qu'il y en a beaucoup à Memphis. Il y a Carl Perkins, il y a le Noir aussi, là, un autre chanteur américain, Fats Domino. Ils sont tous de Memphis, ces gens-là. Alors, donc, mais Elvis a comme toujours vécu là, finalement, une fois qu'il a déménagé là, à l'âge de 13 ans. Il est arrivé à l'âge de 13 ans, puis il va mourir là, à l'âge de 42 ans. Mais comme il est né au Mississippi, ceux qui veulent, je vais également une journée au Mississippi, dans la maison de sa naissance, où il vivait. Il y avait un seul lit pour les parents et l'enfant. Il a dormi jusqu'à l'âge de 13 ans avec son père et sa mère, parce qu'il n'y avait pas, c'est comme le tiroir de la commode de Céline, il n'y avait même pas un lit pour lui dans sa maison. C'est fou, il dormait avec ses parents au pied du lit, puis au début, il avait un petit entre les deux. C'était sa vie. À un moment donné, il était seul avec sa mère parce que son père ne payait pas ni la maison ni le loyer. Il a fait des faux chèques qui étaient terribles là-bas, très sévères, beaucoup plus que maintenant. Il a même fait de la prison. Ah oui. Pendant plusieurs mois. Pour cette raison-là. Pour cette raison-là, je parle du père. Oui, du père, oui.